Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Deux informations phares retiennent notre attention ce matin. L'assignation aux fins d'exécution et condamnation aux astreints avec signification de pièces notifiées à Adrien Roumbeji en sa qualité de président de l'Assemblée nationale du Bénin. Des voix se font déjà entendre par rapport à cette actualité qui a fait le tour de la toile hier. C'est une assignation aléatoire et hypothétique pour des raisons précises, indique Maître Orunla. Nous y reviendrons dans un instant. Et puis le droit de grève divise les acteurs de la justice et leur ministre de tutelle, Maître Joseph Djokbenou, dans notre pays. Et la justice béninoise se retrouve paralysée. Nos équipes de reportage ont sillonné quelques tribunaux hier. Les portes sont effectivement fermées. On peut dire que le mot d'ordre de l'UNAMAB est plutôt suivi, même si au tribunal de première instance de Cotonou, un syndicat maison assure donc les tâches ordinaires. Nous en parlerons donc dans le débat dans un instant avec Carles Kitome et Kader Achirou. Kader Achirou qui nous présentera donc dans la première partie de Free Matin, la une des journaux. Bonjour. Bonjour Nader, chers amis internautes, bonjour. D'abord, il faut souligner qu'il y a très peu de parutions ce matin, mais l'actualité est relative aux deux informations phares que vous avez eu à annoncer, celle relative à la grève dans le secteur judiciaire et l'assignation de Kamara Sagaï qui assigne le président de l'Assemblée nationale pour non-exécution de la décision de la Cour constitutionnelle. En ce mardi, vous aurez droit également au bulletin d'information. Bonjour Billy Laibi. Bonjour Nadège, bonjour chers amis internautes. Les syndicats du secteur portuaire condamnent un non-traitement du gouvernement vis-à-vis de la gestion du port autonome à un mandataire. Nous y reviendrons. Et puis la virgule sportive, le championnat national de première division du Bénin, saison 2017, s'est achevé le 24 décembre 2017. Que retenir donc au sujet du niveau de jeu? Nous en parlerons dans un instant avec notre sportif maison. Bonjour, bienvenue. Voici la pub sur Free Matin. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'image, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esae. Esae, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esae, beau-fils. Esae? Oui, maman! Papa. Oui. Tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esae, naturellement. Esae? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Le quotidien de Ménotin pour démarrer cette une des journaux, Kader Achirou. Oui, nous démarrons par Fraternité qui affiche ce jour en manchette vote de loi à l'Assemblée nationale. L'opposition adopte la politique de la chaise vide. Les débats parlementaires enrichissent la démocratie, toujours avec Fraternité. Le grand prêtre phare Rontin invite Patrice Talon aux festivités officielles du culte vaudou demain 10 janvier. Nous passons au quotidien national d'information. Religion endogène, le vaudou à la quête de sa légitimité, toujours avec La Nation. Grève dans le secteur judiciaire. Cours et tribunaux paralysés, les usagers abandonnés à leur sort. Notre temps, menace de grève dite de solidarité à des fins sordides, nécessité pour le gouvernement d'opérer des défalcations car cette réforme de grève est totalement illégale. Toujours avec notre temps, hautement pénalisé par les grèves illimitées, les justiciables, victimes innocentes, implorent la clémence des magistrats. Matin libre, interruption du réseau de téléphonie mobile GS Glo Mobile, la réplique nigériane se prépare, toujours avec Matin libre. Nomination à la présidence de la République, Hervé Réhomé et Lazare Serutor, mauvais ministre ou bon conseiller, c'est une inquiétude du confrère. La guérite, à la veille de la célébration de la fête du Vaudou, Patrice Talon reçoit le soutien des dignitaires, toujours avec la guérite, renonçant à un principe cher à lui, Sour Issa Ayatou,
Anjorin Moucharab se tourne vers un tribunal ordinaire. Il réclame à Bokor une somme de 50 millions de francs CFA au titre de dommages et intérêts. L'économiste, secteur de l'industrie, absence d'un plan de développement fiable, toujours avec l'économiste à la une. Budget général de l'État, gestion 2018, les raisons de la hausse de la pression fiscale. La dépêche à présent, gouvernance sous la rupture, Serrutor et Romain le retour. Toujours avec la dépêche, non-exécution de la décision DCC 17-262 de la Cour constitutionnelle. Un citoyen attaque Adrien Mbedji en justice. La source de l'info pour finir, mouvement de débrayage dans les secteurs clés du pays. Le patriotisme des gouvernants et des travailleurs à l'épreuve du jusqu'au-boutisme. Toujours avec la source de l'info pour finir, 10 janvier, fête du Vaudou, supprimer ou repenser la fête. C'est une réflexion du confrère de la source de l'info. Merci à vous, Kader Achirou. Nous allons passer au bulletin d'information sur Frimatin. À nouveau, bonjour. Les salles d'audience et comptoirs sont vides. C'est le constat qui a été fait dans les tribunaux de Cotonou et d'Abomey-Calavi ce lundi. En effet, les acteurs du secteur judiciaire du Bénin observent une grève. Le secrétaire général du syndicat de justice, Kakbobese Kwasi, donne des précisions à cet effet. Nous étions en grève en 2017. Nous avons rencontré le chef de l'État. Il nous a dit ceci, vous avez raison. Il a pris des engagements. Il a donné des instructions aux ministres concernés. Et à la fin, il nous a demandé de lui accorder un moratoire de 2 mois qui prend fin décembre. Pendant toute la durée du moratoire, rien n'a été fait. On ne dirait même pas qu'un chef a donné des instructions. Ils ont fait du surplace. Donc, on se pose la question, si c'est le président de la République qui a donné ces instructions, ou bien, qu'est-ce qui ne va pas entre le chef de l'État et les ministres qui gouvernent ce pays? Alors que c'était un plan. Ils n'ont rien fait. Ils ne voulaient rien donner aux travailleurs. Ils ne voulaient rien céder. Et à la fin du moratoire, ils nous balancent le retrait purement et simplement du droit de grève. Si c'est ça, ils appellent de la ruse, c'est tomber trop bas. C'est de la bassesse. Un chef ne fait pas ça. Lorsque vous êtes président de la République et vous comportez comme ça, c'est pas bien. À quelle occasion vous allez parler et on pourra vous croire? Donc c'est pour cela que nous nous disons, dès qu'on a fini de discuter avec le chef de l'État et qu'il a demandé un moratoire de 2 mois, nous avons adressé une motion de suspension. Et la motion précise, à la fin du moratoire, si rien n'est fait, nous rentrerons en grève le 2 janvier. Donc la grève que nous observons actuellement, c'est la suite des promesses non tenues du chef de l'État. Au bout de 2 mois de moratoire, nous avons envoyé plusieurs correspondances au garde des Sceaux pour lui rappeler non seulement les engagements que lui-même il a pris avant qu'on aille chez le chef de l'État. Nous avons demandé à être reçus. Vous imaginez qu'on n'a jamais été reçus durant toute la période du moratoire. Et rien n'a été fait. C'est pour cela que le retrait du droit de grève, c'est un crime. Le ministre de la Culture et des Sports, Oswald Omeki, a officiellement lancé ce week-end à Porte-Novo la 2e édition du Festival international des arts et culture de Vaudou de Porte-Novo au musée romain. Danse de réjouissance, exposition, vente et projection de spectacles sont entre autres les activités prévues pour la dite édition. Et le ministre a profité de l'occasion pour annoncer la construction dans les prochains mois à Porte-Novo du premier musée en Afrique dédié aux arts et civilisations vaudou ainsi qu'une arène pour les spectacles de vaudou masqués.
Les syndicats du secteur portuaire condamnent l'entêtement du gouvernement vis-à-vis de la gestion du port autonome à un mandataire. À travers une rencontre organisée ce lundi 8 janvier 2018, ces acteurs du dit secteur ont décidé d'employer tous les moyens pouvant leur permettre d'obtenir gain de cause. Ce qui les désole en partie est le fait que le chef de l'État ne réagit pas favorablement à leurs manifestations déjà effectuées. Les concerts grand public ne drainent plus facilement du monde à Cotonou. L'accès gratuit à ces événements musicaux n'en garantit plus le succès. Pourquoi ce manque d'intérêt? Des acteurs du domaine culturel donnent les raisons qui, selon eux, affectent leurs activités. C'est le Béninois qui est comme ça. Et puis ce phénomène a démarré depuis l'incident de Koffi Olomide. Vous vous rappelez, depuis l'incident de Koffi Olomide, le Béninois a eu une certaine peur. Parce que les générations qui sont restées en son temps sont passées. Et l'actuelle génération constituée de jeunes n'ont pas pris les choses comme telles. Et cette peur-là reste jusqu'à présent. Mais le Bénin, quelque part, est un pays unique. Un pays spécial où c'est ici que les musiques marchent. Et on le constate sur le niveau africain, quand une musique marche au niveau du Bénin, sur le plan africain, je crois que ça marche toujours. Mais en ce qui concerne les spectacles, en dehors, je ne veux pas parler des entreprises, en dehors de certaines organisations, je voudrais parler de, si vous me le permettez, des Yellow Summer qui mobilisent un grand monde. Ce problème demeure et je crois que nous réfléchissons déjà pour que le Béninois puisse rentrer encore dans cette culture de spectacle. D'abord, les fans de la musique béninoise, ils ne respectent pas les artistes parce qu'ils ne sont même pas prêts à payer un CD, à payer le CD d'un artiste béninois. C'est d'abord là on doit commencer. C'est d'abord là, c'est à ce niveau où il y a d'abord un grand problème. Il faut qu'ils commencent par respecter les artistes. Il faut que nos autorités aussi nous respectent et qu'ils nous donnent ce qu'on mérite. Et notre mérite, le mérite d'un artiste, de lui rendre hommage. Ce sera tout pour le bulletin de ce matin. Merci à vous, Billy Laibi, pour la présentation. Nous allons passer au sport sur Frimatin. La virgule sportive sur Frimatin, Larios Adjagbeno, bonjour. Bonjour Nadège. Alors, les médias internationaux ont publié donc en milieu de la semaine dernière 3 noms de techniciens candidats au poste de sélectionneur de l'équipe nationale de football du Bénin. Vous nous donnez des précisions. Oui, un fake news selon le président de la Fédération béninoise de football, Anjorin Moucharaf, reçu dans l'émission Week-end à tout vent le samedi 6 janvier dernier, il a démenti cette information. Il a en outre expliqué la procédure du choix d'un sélectionneur à la FBF. Suivez cet extrait de son intervention. Avant qu'on ait déposé une candidature, il faudrait bien qu'elle ait appelé la candidature. Comme dirait l'autre, on ne donne pas à manger à quelqu'un qui ne demande pas à manger. Bon. Moi, vous savez, j'ai beaucoup de respect pour la presse. Mais quand les médias internationaux rentrent dans le jeu, comment c'est disons, la fédération n'a jamais encore consulté Y ou Z dans le cadre de la succession Thomas Tumogo. Nous jouons en octobre ou en septembre, vous savez, et comme c'est une volonté politique, nous prenons du temps qu'il faut pour que nous puissions prendre la bonne décision, savoir comment cadrer les consultations, soit une consultation restreinte, soit une consultation par voie de presse. Mais vous êtes bien le directeur de la communication de la EBF. On ne sait pas le faire sans passer par votre canal. Donc, c'est du faux, et pratiquement du faux. Et puis aussi, ce qui me fait rire, pourquoi on me dit qu'il faut donner 3 noms au ministre? Dans notre test, c'est pas ça. Non. La fédération choisit un entraîneur qui propose la nomination au ministre. Et celui qui propose l'entraîneur assure les conséquences de son choix. Donc c'est un dossier très sensible, avec lequel on ne sait pas nous amuser, vu aujourd'hui ce que nous voulons pour notre football. Donc ceux qui partent sont les aventuriers, les trafiquants d'informations pour faire le scoop
Et un scoop, c'est quelque chose qui est vrai, vérifié, mais quand c'est pas vrai, vérifié, ça devient, comme on dit en anglais, du scoopa. Le championnat national de première division du Bénin saison 2017, comme je vous l'annonçais, s'est achevé donc à la veille de la fête de Noël, le 24 décembre de l'année dernière. Que retenir donc au sujet du niveau de jeu? Une première depuis des années que la Ligue 1 de football du Bénin est allée juste à son terme. Et pour cette reprise du championnat, le niveau est en dessous de la moyenne selon Apollinaire Dassi, un observateur averti du sport voix au Bénin. Il s'explique. Il faut se féliciter de la fin de la guéguerre entre dirigeants, laquelle fin a permis de relancer le championnat qui est resté en hibernation depuis des années. C'est vrai que la première saison vient de s'achever. Le niveau n'est pas encore ce qu'on aurait souhaité. Et certainement, avec la répétition de la saison, les différents acteurs vont s'aguerrir davantage pour plus d'efficacité sur le terrain. Parce que ce qu'on a vu jusque-là n'augure pas d'un bel avenir, parlant du niveau tactiquement, techniquement et tout ce que vous savez du football. Précisons que c'est Buff du Borgou qui a remporté le titre devant Énergie de la SB2E. Ces deux formations vont représenter le Bénin aux compétitions statutaires des clubs de la Confédération africaine de football. Buff va disputer la Ligue des champions alors que son dauphin Énergie la Coupe CAF. Nafissat Radji, nageuse, voilà qui suis parvenue, internationale béninoise résidente du côté de Dakar, a reçu le trophée Gipsport du meilleur personnage sportif de l'année 2017 du Bénin, mais dans son ombre grandit donc une future championne, indique le secrétaire général de la fédération Aurélien Routondi. Absolument Nadège, Raoufat Radji, retenez donc ce nom. Les responsables de la fédération béninoise de natation l'annonce comme une sirène des eaux. Le secrétaire général de la fédération a témoigné à son sujet. Au niveau de la fédération, le développement de cette discipline nous intéresse beaucoup. Parce que, vous voyez, elle est à Dakar, elle est avec sa petite sœur, qu'aujourd'hui on n'en parle pas encore. Mais ça, c'est encore une autre fusée qui arrive. Bientôt, on en parlera. La fusée Raoufat, vous avez dit? Voilà, c'est elle, parce qu'elle aussi, elle travaille beaucoup. J'étais fier d'être béninois lorsque à Dakar, sur la ligne, l'Ivoirien disait, mais le chef de la délégation ivoirienne disait, mais quelle est cette petite fille qui se met devant les adultes comme ça? Parce que c'est comme championnat africain de zone à Dakar, c'est tout un mélange senior, tout, mais celle-là qui n'avait que 10 ans se mettait en ligne avec les athlètes de 25 ans. C'est vrai qu'elle n'avait pas de médaille, mais attention, il y a un progrès. Elle a pu améliorer son temps. Nous souhaitons force et courage à cette prometteuse nageuse. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie, a indiqué l'autre. Sur cette phrase, nous vous souhaitons bonne journée. Merci à vous, Larios Adjagbenon, pour la présentation de la page sportive. Nous allons passer au débat. Nous parlerons donc de cette assignation et puis du droit de grève. Le débat sur Free Matin. Carles Kitome, bonjour. Bonjour Nadège. Vous êtes avec Kader Achirou. Vous avez sillonné justement, vous, les tribunaux hier. On peut dire quand même que le mot d'ordre est un tout petit peu suivi dans les tribunaux. Pas un tout petit peu, le mot d'ordre est vraiment suivi dans les tribunaux parce que nous avons pu remarquer qu'au tribunal de Calavi, par exemple, toutes les portes étaient closes. Il n'y avait personne dans les couloirs, c'était vraiment vide, aucun service minimum. C'est seulement au tribunal de Cotonou que nous avons remarqué qu'il y avait des gens qui arrivaient à se faire délivrer certains actes. Et nous avons essayé de les questionner. On s'est aperçu qu'il y a quand même un syndicat de la maison de justice qui n'a pas suivi le mot d'ordre de grève lancé par l'UNAMAB. Et c'est une question qui divise vraiment la maison. Et c'est une crise, hein? C'est une crise vraiment qui secoue un peu le secteur de la justice, Kader Achirou. C'est une crise qui secoue le secteur de la justice et je pense que les enjeux sont vraiment de taille aujourd'hui parce qu'à y voir de près, on a comme l'impression, on se demande de savoir, on cherche à savoir si le NAMAB pourra finalement remporter ce challenge. Parce qu'à y voir de près, déjà par le passé, ils n'ont pas pu parce que
le gouvernement défunt a été soupçonné d'avoir manipulé les magistrats en créant en leur sein un autre syndicat qui était l'AMAB. Aujourd'hui, nous avons un autre syndicat aussi qui fait rébellion. Ce n'est que pour cette semaine. Nous attendons les semaines à venir pour voir si du côté de ceux qui sont rebelles au mot d'ordre unanime de l'UNAMAB, s'ils n'auront pas des renforts. Si le nombre reste infime, la lutte peut être remportée. Mais si le nombre commence pas à s'accroître du côté opposé de l'UNAMAB, je pense que ça commence pas à être en perte. Et aujourd'hui, la plupart des magistrats qui ne veulent pas suivre le mot d'ordre de l'UNAMAB, ils le font pour deux raisons. La première raison, c'est qu'ils sont conscients des dérives que les magistrats observent au niveau en ce qui concerne les grèves, parce que 1, 2, 3, pour un rien du tout, on dit qu'on déclenche un mouvement de grève. Et le second problème, c'est que la plupart d'entre eux ont des parents, alliés et amis au sein du gouvernement actuel, et ils craignent que leur affiliation à un mouvement de grève quelconque pouvait quand même amener ce dernier à perdre son job, ou bien pouvait quand même entraver leur promotion tout au long de ces 5 années du régime du président Patrice Talon. L'autre problème encore qui s'installe et qui s'instaure et qui amène beaucoup plus à se taire sous le régime de la rupture, c'est que le régime en place est un régime terrifiant. Vraiment terrifiant, parce qu'il faut avoir eu la chance, comme je l'ai eu à le faire le 29 décembre dernier, à se rendre au port pour constater que partout ailleurs, les gens n'ont plus la chance de s'exprimer en toute liberté, en toute autonomie, comme c'était dans le passé, en allant avec une verbe aussi tonitruante, en étant agent permanent de l'État, mais allant contre des réformes que le gouvernement voulait instaurer aujourd'hui. Ce n'est que les secrétaires généraux qui prennent la parole, et à côté d'eux, vous allez voir même que même des magistrats qui veulent être dans le mouvement ne veulent même pas se faire filmer dans les caméras, parce qu'ils ne veulent pas, ils sont dedans, mais ils veulent être de façon officieuse. Alors, dans ce cas de figure, il faut comprendre qu'il y a un réel problème qui se pose. Le problème qui se pose, est-ce qu'il faut aujourd'hui diriger par la terreur? Est-ce qu'aujourd'hui, il faut, à travers des méthodes coercitives qui quand même existent de manière légale, est-ce qu'il faut essayer quand même d'empêcher les uns les autres d'exprimer leur mécontentement face à une gouvernance que à l'unanimité les gens décrient? Je pense que à ce niveau, le chef de l'État doit quand même faire une halte en son sein, essayer quand même de questionner son garde des Sceaux, qui paraît quand même pour lui l'avocat le mieux instruit, l'avocat le mieux. Et on l'a vu auprès des ministres, il était plutôt sûr de lui. Et je pense également que ce qui fait le grand problème au niveau de cet espace juridique, et ce qui va créer quand même l'amalgame au sein une confusion au sein des populations béninoises, c'est que on assiste à une bataille de terminologie juridique en fait. Et ce que moi j'ai toujours compris dans le droit, et comme je l'ai eu à le dire hier, c'est que dès qu'il y a déjà une disposition en vigueur qui est prévue pour quand même réguler quelque chose, il y a déjà une autre disposition qui est prévue déjà par le même texte pour contourner cette décision en cas de récidivisme. Et il y a encore également une autre décision qui est légalement prévue, peut-être par un autre texte plus fort que celui qui est en vigueur, pour quand même contrôler cela. Donc je pense qu'il y a toujours un moyen pour permettre. Et je pense que le véritable problème qui se pose aujourd'hui, je pense que les magistrats doivent aller à une démarche consensuelle, à travers une démarche participative inclusive, à rencontrer le ministre des Sceaux pour trouver un consensus. Parce que tant que nous serons dans un régime présidentiel où le chef de l'État a quand même tous les moyens de pouvoir faire passer sa volonté avec des moyens qui se sont prévus par la Constitution et par les textes et lois de la République, je pense qu'on ne peut pas assez dans cela. Aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui tient le Parlement en liesse, parce que si nous étions dans un régime parlementaire... C'est une affirmation que... C'est pas... Je pense que... J'en finirai très rapidement, je vais dire, c'est pas une affirmation que je dis de façon... au pivomètre, mais je pense que c'est une affirmation que je vais démontrer en disant qu'aujourd'hui, toutes les lois qui sont envoyées au niveau du Parlement, c'est pour ça que d'aucuns parlent de la vassalisation du Parlement, c'est vrai, ça a été déploré aussi par le passé, mais les députés ne font plus, les mêmes députés qui ont témoigne des bonnes relations entre le gouvernement et le Parlement. Ça témoigne de bonnes relations, mais je pense que depuis que le patron du Parlement a décidé de ne plus faire de l'opposition, je pense qu'il est libre. Il est libre de ces... Je pense qu'on peut faire de la mouvance et pourquoi vous voulez penser à sa place? Il a son âge, il a fait des choix, il assume. L'autre problème qui est assez inquiétant au niveau de ces différentes réformes, au niveau du chef de l'État actuel, c'est que quand on voit ces différentes réformes qui sont mises en place par le régime, le chef de l'État pense, il accouche sa décision
il l'envoie au Parlement et le Parlement valide parce que c'est juste une caricature que vous avez dans la Alors que tête. si par le passé, comme je défendais, réellement. c'était un régime parlementaire, c'est le Parlement qui fait des exigences au chef de l'État. C'est le Parlement qui exige. Mais le Parlement exige des choses également au chef de l'État. Je suis en train de constater que Kader est en train de toucher carrément à la constitution béninoise, dans la mesure que pour passer d'un régime présidentiel à un régime parlementaire, il faut que notre constitution puisse le dire. Et dans le cas d'espèce, en ce qui concerne le droit de grève au Bénin, c'est un droit constitutionnel. Et tous les syndicats n'ont rien obtenu sans la grève. Et si aujourd'hui, dans le secteur de la justice, il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent permettre qu'on supprime le droit de grève, je crois que c'est se dénier soi-même. Parce que le Parlement a bien le droit de voter des lois pour encadrer le droit de grève, surtout dans ces secteurs sensibles. Mais quand on veut enlever le droit de grève aux magistrats, on veut l'enlever aux agents de la santé et de la sécurité, c'est à croire qu'il n'y a que ça qui fasse fonctionner le pays. On peut dire que le cœur est important, mais quand vous n'avez pas de jambes, vous ne pouvez pas marcher. Donc, on n'a qu'à revoir tout le système de grève au Bénin dans tous les secteurs. Parce que quand les enfants ne vont pas à l'école, ça fait aussi mal que quand la justice ne fonctionne pas. C'est vrai qu'on n'est pas content de voir des gens qui croupissent en prison pour rien parce que les magistrats sont en grève, mais le Parlement doit revoir sa copie et proposer des lois qui vont faire qu'il y aura moins de grèves et que les gens vont prendre beaucoup plus de patience à négocier. Ça, ce serait mieux pour le pays. Mais si de là, des juges ou des magistrats vont dire oui, supprimer le droit de grève, je crois que tous ensemble, ils sont en train de toucher à notre constitution. Nous avions voulu le faire, personne n'était d'accord. Donc, je pense que c'est le moment d'y aller au cas par cas et de poser des problèmes, les régler. Et à la fin, on verra s'il faut vraiment toucher à la constitution ou pas. Moi, j'évite d'avoir des jugements de valeur, mais je pense que le problème est fondamental et on doit profiter de cette grève. Les magistrats ne peuvent pas perdre. Je le dis pourquoi. C'est le troisième pouvoir. Et quand la justice ne marche pas, rien ne marche. Rien ne marche, effectivement. Rien ne marche, ça entrave tout. Donc, même si c'est rien que le cas des magistrats qui ne veulent pas aller travailler, je suis sûr que nous allons tellement souffrir dans ce pays-là. Et donc, il vaut mieux que le gouvernement revoie sa copie. Moi, je dis que c'est le Parlement qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. C'est le Parlement qui vote toutes les lois dans ce pays. La Constitution, je crois que ça doit être le brevier de chaque parlementaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont des analphabètes de ce qu'ils font, parce qu'ils font du droit. Et quand tu ne connais pas un droit et qu'ils vont s'asseoir là-bas, puis nous voter des lois, moi j'ai déjà rencontré un parlementaire qui me dit que lui, parce qu'il était dans le Parlement de la CEDEAO, que même s'il était élu député, qu'il allait céder sa place à son, en fait, le deuxième sur la liste et aller siéger à Abuja. J'ai essayé de parcourir tous les tests, ça n'existait nulle part. Mais c'est le député qui me fait asseoir pour me dire ça. Il sort d'où? Et il vote quelle loi? Donc vous voyez un peu, on doit revoir carrément la qualité de nos députés pour que les gens, avant de voter les lois, puissent vraiment s'en tenir à ce qui existait. En plus, il faut avouer qu'il y a une hiérarchisation des tests juridiques. On peut voter des lois à ne pas en finir, mais il y a une hiérarchisation. Aucun test de loi ne vaut la Constitution. Donc, quand la Constitution donne le droit de grève aux travailleurs, personne ne peut le leur dénier. Le gouvernement doit... La Constitution le représente. Voilà. Je peux ajouter rapidement pour dire que la même Constitution que vous défendez tout à l'heure, la même Constitution a prévu au chef de l'État, a prévu aux parlementaires de pouvoir voter une loi pour ôter... comment on appelle? Pas pour ôter, pour encadrer. Il faut être précis. Il faut bien lire le texte. Je pense que même le ministre Joseph Diogbenou l'a réexpliqué et l'a relu lors du dernier congrès gouvernemental, lors de sa dernière rencontre avec les présidents des médias. Le Parlement a ce droit de pouvoir, de façon constitutionnelle, jouir de ce droit constitutionnel de pouvoir ôter le droit de grève si on sent qu'il y a quand même des dérives, que si le droit de grève est utilisé de façon abusée. Bon. Maintenant, on attend la Cour constitutionnelle qui va trancher, qui va trancher sur la constitutionnalité. Alors pourquoi aujourd'hui le dialogue est rompu entre le ministre de la Justice, qui est quand même un pur produit de la justice, un professeur émérite, un cadre de la justice, on l'a vu également faire des grèves aux côtés de certains acteurs dans notre pays. Pourquoi aujourd'hui le dialogue est rompu donc? Même si le Parlement a voté la loi, le professeur Diogbenou aurait pu quand même réunir ses pairs, discuter avec ses collègues, n'est-ce pas? Le dialogue est rompu entre le ministre et ses acteurs de la justice. C'est une évidence que le dialogue soit rompu, dans la mesure où les acteurs du secteur de la justice disent haut et fort que sans eux, le président Patrice Talon ne pouvait pas arriver au pouvoir. Donc c'est grâce à eux qu'il est là. Et ils ont l'impression qu'ils ont été trahis. Ça, c'est le mot qu'il faut sortir. Ils ont l'impression qu'ils ont été trahis. Et il faut rappeler qu'avant la suspension de leur dernière motion de grève, ils avaient dit, ils avaient respecté le moratoire demandé par le chef de l'État. 2 mois.
jusqu'à la fin du mois de décembre. Et eux, ils s'attendaient à ce qu'il y ait des discussions, des négociations pendant ce temps. Mais ils ont essayé de rencontrer le ministre de la Justice, ce n'était pas possible. Ils ont essayé de rencontrer le chef d'État, ce n'était pas possible. Et c'est ça ce qu'on leur sait à la fin. Donc, ils ont carrément l'impression d'avoir été trahis et ils ne veulent plus rien comprendre. Ils savent qu'ils ont leurs revendications qui n'ont rien à voir avec le droit de grève. Parce que là, il y a deux mouvements qui s'enclenchent. D'abord, recouvrer les droits, leur droit de grève et revenir sur les revendications d'avant. Donc, si le ministre veut que le dialogue revienne, c'est à lui de savoir quelle démarche. Parce qu'eux, ils pensent qu'ils ont tout fait et qu'aujourd'hui, ils ont été trahis. Et pas le chef de l'État, et pas le ministre de la Justice. Ministre de la Justice. Je dirais très rapidement que là, par rapport à ce que Karl dit, l'argument qu'il avance selon qui est relatif à ce que les acteurs de la justice pensent qu'ils sont trahis, je dirais, mais qu'en serait-il des acteurs, des professionnels des médias qui ont soutenu le président Patrice Talon? Qu'en serait-il également des militaires, des policiers, des gendarmes et des fonctionnaires de l'État qui ont soutenu le chef de l'État actuel? Je pense qu'on soutient quelqu'un pour une candidature, pour une présidentielle, pas pour ses propres intérêts, mais pour l'intérêt général, pour l'intérêt collectif, pour l'intérêt Mais lorsqu'on veut soutenir un candidat qui vous propose des réformes pour votre secteur et qu'il ne les respecte pas, mais après c'est normal. Aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui, vous avez eu à le dire par le passé, si le gouvernement actuel arrive à prendre certaines réformes de façon brutale, de façon brusque, c'est parce que par le passé, en ayant leur acquaintance avec les acteurs de ces différents secteurs, ils ont eu à constater qu'il y a eu des dérives, il y a des choses à corriger, il y a des choses à revoir à divers niveaux. Ce n'est pas la faute à Joseph Diogbenou si aujourd'hui le gouvernement, en son unanimité, décide de pouvoir ôter le droit de grève au secteur judiciaire. Parce qu'aujourd'hui, c'est lui qui est pris comme le bouc émissaire au niveau On dit simplement qu'il est de la corporation, il aurait pu discuter avec les acteurs de la justice. Tout Béninois peut le dire quand même, qu'on a comme l'impression que la grève au niveau du secteur judiciaire, la grève au niveau de tout mouvement est comme si est affiliée un peu aux politiques. Parce que dès que les syndicats ne sont plus en odeur de sainteté avec le politique, on trouve les revendications n'en manquent jamais. Les revendications, il y en a toujours. Et dès qu'un gouvernement ne peut jamais satisfaire les revendications à 100%, le gouvernement va donner ce qu'il peut. Mais dès que le gouvernement donne ce qu'il peut, il faut qu'on arrive à jauger les enjeux. Est-ce que le gouvernement, ce que nous voulons réclamer au gouvernement, est-ce que le gouvernement a le pouvoir actuel de pouvoir nous donner ce que nous réclamons d'abord? Ça, c'est d'abord un problème. Quelles sont les priorités du gouvernement? Je pense qu'il faut d'abord un consensus d'abord. Mais dès qu'il y a déjà quelque chose, automatiquement, on ne demande pas le consensus, on dit qu'on veut rencontrer, on a cherché à rencontrer le chef de l'État. Mais si vous n'avez pas pu rencontrer le chef de l'État a des conseillers, le chef de l'État a un ministre garde des Sceaux qu'il faut rencontrer et échanger avec lui, quitte à ce que, si vous n'avez pas obtention de ce que vous voulez avoir, il y a des moyens de recours. Merci à vous, Carles Kitomé. Allez-y rapidement. Il faut avouer que ce sentiment de trahison n'est pas seulement au niveau de la justice. Si vous parlez de 20 ans aujourd'hui, il se dit avoir été trahi. Ça veut dire qu'il y a tellement d'acquaintance entre les politiques et les syndicalistes. A sorti, c'est là, je voulais en finir pour dire que ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, au-delà de tout, même si les dirigeants actuels aussi gèrent le pays de façon un peu à leur guise pour les intérêts personnels, en ne pensant pas à l'intérêt général, il faut le dire, avouons-le, mais c'est que par le passé, il y a eu des promesses qui ont été faites, il y a eu des deals qui ont été faits, et c'est le non-respect de ces deals qui enclenche cette haine. Merci à vous, Kadra Chirou. On va rapidement se prononcer sur l'Assemblée nationale avec le président Adrien Roubedji. Donc, on espère maintenant que il faut maintenant que l'Assemblée réagisse par rapport à cette affaire de Koslepi, Kadra Chirou. Adrien Roubedji doit réagir et il devra réagir. Je pense que Théodore Olo va encore réagir par rapport à cette injonction qu'il avait eu à faire et que le président de l'Assemblée n'a pas encore respecté. Les gens se sont demandé hier pourquoi Adrien Roubedji est indexé et pourquoi la convocation lui a été remise à son domicile. Je dirais d'abord à ce niveau peut-être il y a vice de procédure. L'assignation. L'assignation, exactement. Voilà. Il a été, parce qu'il est assigné en qualité de président de l'Assemblée nationale. On devait le déposer à son bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est lui qui est habilité à convoquer la session devant statuer sur la question. Aujourd'hui, Adrien Roubedji, il est un secret de police, le savoir et une vérité de la palissade, de savoir que Adrien Roubedji est en très bonne odeur de sainteté avec le chef de l'État actuel, avec les gouverneurs actuels, et qu'il partage la vision et toutes les réformes du gouvernement du président Patrice Talon. Donc, il n'a pas intérêt pour moi à ce que le COSLEPI soit installé. Et je vais m'expliquer pour dire qu'il n'a pas intérêt parce que le RAVIP même qui a été installé, qui est en cours aujourd'hui, le COSLEPI qui va être l'actualisation du COSLEPI risque de créer un conflit d'intérêts et risque de démotiver les populations à un moment donné où ils seront peut-être dans un dilemme. Que faut-il faire, que faut-il pas faire? Et dans le RAVIP même, il a été prévu qu'à un moment donné, s'il arriverait que le COSLEPI ne soit pas installé à bonne date, il pourrait arriver qu'on puisse extraire
du fichier du RAVIP la liste électorale permanente informatisée. Et je pense que c'est à ce niveau que les différents acteurs de la société civile s'éveillent, se lèvent pour barrer à cela, parce que le Safran, qui est en charge de la réalisation de cet acte, qui quand même veut essayer quand même de moderniser notre état civil, Safran est assez contesté. Safran est contesté parce qu'il est réputé dans la fraude électorale, il est réputé dans la manipulation électorale. Mais on n'y est plus là, le RAVIP est en marche. Le RAVIP est en marche, le RAVIP évolue, et comme je l'ai dit par le passé, j'ai dit les différentes activités, les différents dossiers qui sont dans les structures actuellement, c'est des dossiers pour moi qui sont là pour divertir, pour faire diversion aux acteurs politiques, pour ne pas qu'ils puissent s'occuper du RAVIP qui, au-delà de tout, quand même contient des imperfections, des incohérences, et qu'il faille corriger. Si les journalistes, sortez-nous ces incohérences-là. Mais merci à vous. Oui, mais vous allez sur le terrain enquêter et vous nous ramenez des images. Ramenez des images avec des sons. Ce serait mieux comme ça. Et que vous ne prenez pas la taille et que vous vous basez uniquement sur des tailles qui ont été prises pour des gens qui ont fait des cas. Moi, je suis allé me faire enrôler. Ça ne se passe pas comme vous le dites là. Vous vous êtes déjà fait enrôler. Moi, j'ai été fait et j'ai fait des reportages sur TV dessus. J'ai dit, est-ce que vous vous êtes déjà fait enrôler? Bien sûr, bien sûr. Comment ça s'est passé? Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Comment vous a reçu? Comment on reçoit tout individu? Non. Racontez-moi, moi, j'ai été enrôlé. Est-ce que vous dites là n'est pas je veux bien qu'on aille dans les détails. Je veux bien qu'on aille dans les détails. Mais avant, je voudrais dire ceci. Ce que je dis, ça se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Les images sont là, c'est pas... Non, parlez-nous de vous, mais ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui nous interpelle. Cela nous interpelle à plus d'un titre. Quand il s'agit de la Constitution, je crois qu'il n'y a pas de négociation à faire. La Constitution a prévu qu'on gère la LEPI d'une certaine façon. Et on ne peut pas se déroger à cela. On doit le faire. Et c'est normal qu'aujourd'hui, les gens puissent en prendre au président de l'Assemblée nationale s'il ne veut pas convoquer les sessions pour qu'on puisse faire ce qui a été prévu par la Constitution. Et moi, je souscris vraiment à cela. Et je pense que pour une fois, c'est bon que ces hommes qui se pensent intouchables dans le pays aillent devant la justice. Même si cela ne se passe pas très bien, ce serait pédagogique et ça va attirer l'attention de ceux qui vont prendre le pouvoir demain, à savoir que notre Constitution, quelque chose est en train de changer au Bénin quand même. Maintenant, si Maître Adrien Ngouedi veut soutenir le président Talon, c'est son droit. Mais quand on était en campagne, c'était quoi leur programme de société? Qu'est-ce qui les unit aujourd'hui? Si c'est leur poste, si c'est l'argent qui les unit, je pense que c'est un crime. Mais si aujourd'hui, leur programme se rapproche pour le bonheur des populations ou pour la façon dont ils pensent diriger ce pays, je pense qu'on peut comprendre qu'ils soient ensemble. Au-delà de cela, ils ne sont pas ensemble, ils sont là pour nous corriger. Ils sont dans la mouvance, ils sont là pour leur bien. Et ce n'est même pas... avait déjà été clair, lui, il soutient de bons points de société. Pour quelles raisons? Si on connaît les raisons, si les raisons sont dans la façon dont on gère le pays, d'accord. Mais si c'est dans les intérêts, je pense que ça n'a pas de raison. C'est dans la façon dont on gère le pays, rassurez-vous, Carles. Je ne comprends pas le fait qu'on puisse penser déjà, au début du RAVIP, que si la LEPI n'était pas prête, on utiliserait le RAVIP. Ça veut dire que c'est un plan savamment monté pour que la LEPI ne soit jamais prête et qu'on utilise le RAVIP. Et là, moi, je dis ce n'est pas normal, c'est malhonnête. Et on crée d'autres problèmes et d'autres crises dans le pays. C'est des opérations qui coûtent excessivement cher à notre pays. Donc, je ne pense pas... Je ne comprends pas comment nos dirigeants la liste est contestée, on risque d'avoir des élections, on risque d'avoir des problèmes, il vaut mieux que les choses se fassent dans les normes et suivant notre constitution pour que tout aille bien. Nous allons prier nos dirigeants de penser un peu à ce pays, de savoir que s'il n'y avait pas la paix, aucun d'entre eux ne serait député, aucun d'entre eux ne serait président. Et si demain il n'y a pas la paix, ils seront les premiers qui seront pris en chasse. Ils peuvent fuir pour aller n'importe où, on a vu plein de présidents, on a vu comment Hissène Habré a fini, on a vu plein de grands présidents qui ont mal fini. Donc, qui ne pensent pas qu'ils sont à l'abri de tout ça. On a vu l'affaire de Bokassa, les gens étaient très riches. Donc, la nature règle tous les problèmes. S'ils ne veulent pas nous laisser notre pays en paix, notre pays va les poursuivre. La paix les quittera. Merci à vous, Carles Kitome, Kadera Chirou. Merci. C'était le débat sur Frématin pour mettre un terme à cette belle émission que nous avons eu le plaisir de vous présenter. Portez-vous bien. À demain pour un autre numéro. Au revoir.